Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Manuel Cervera Marzal. J'avais déjà lu l'article précédent en vidéo, donc comme il a fait une suite, je vous lis donc la suite et je vous mettrai le lien vers la lecture précédente et puis vers les deux articles. Manuel Cervera Marzal était également invité dans le média il y a quelques jours, j'avais regardé la vidéo, pour discuter de ce qu'est la Nouvelle-France avec une autre personne qui n'était pas d'accord avec lui, ou pas tout à fait. Donc je vous mettrai tous ces liens. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci. Ce texte est très long. Et parce qu'il est très long, je vais vous le chapitrer. Donc vous pourrez peut-être lire une partie qui vous intéresse plutôt qu'une autre ou le lire en plusieurs fois. Voilà, mais je tenais à le lire parce que je pense que c'est un texte qui est important. Mélenchon au second tour, les chances de la victoire. Lors de la publication en décembre dernier de notre article intitulé « Pourquoi Mélenchon va gagner en 2027 ?» beaucoup de lecteurs et de lectrices ont jugé convaincante l'hypothèse d'une qualification du leader insoumis pour le second tour de l'élection présidentielle. En revanche, un scepticisme persiste sur le second tour. Pourrait-il réellement l'emporter face au Rassemblement national ? L'écart attendu au premier tour, possiblement une dizaine de points, peut-être même davantage, semble difficile à combler en 15 jours. À cela s'ajoute un argument omniprésent dans le débat public, l'impopularité de Mélenchon, présentée comme un obstacle insurmontable à toute victoire. Cette analyse de Manuel Cervera Marzal montre pourtant qu'il s'agit d'un des arguments les plus fragiles et examine méthodiquement chacun des paramètres de la dynamique de l'entre-deux tours. Donc cet article a été écrit le 30 mars 2026, donc hier. En m'appuyant sur les données électorales, sur la recherche sociologique et sur plusieurs précédents historiques, je me propose de montrer qu'un retournement de situation n'a rien d'impossible. Fluidité maximale des comportements électoraux, regain probable de participation, avantage comparatif de Mélenchon dans le débat télévisé, exposition des contradictions économiques et géopolitiques du RN, réflexe patriotique, report de voix venus du centre et remobilisation des abstentionnistes, en moyenne plus proches de la gauche que de l'extrême droite. Autant de leviers susceptibles de rebattre les cartes entre les deux tours. Admettons que Mélenchon accède au second tour de l'élection présidentielle, comme s'y résout désormais la majorité des commentateurs de la vie politique, y compris les plus fervents détracteurs de LFI. Comment pourrait-il combler un retard substantiel face aux candidats du Rassemblement national ? L'estimation la plus plausible, comme je l'ai montré dans mon précédent article, est un premier tour dans lequel Jordan Bardella se situerait entre 30 et 35% des suffrages exprimés, tandis que Mélenchon terminerait plutôt entre 20 et 25%. Les autres candidats et candidates termineront derrière avec 1% à 10% des voix. L'écart initial entre JLM et le RN serait donc d'environ 10 points, peut-être 5, hypothèse basse, ou 15, hypothèse haute. Un tel retard est impossible à combler. Voilà ce qu'assènent avec aplomb les éditocrates et les instituts de sondage, ceux-là même qui se plantent à chaque élection. L'incertitude à son comble. Le premier point qu'il faut rappeler est banal, mais primordial. L'intervalle séparant les deux tours d'une présidentielle constitue une des séquences les plus instables et les plus ouvertes de la vie politique. Le résultat du premier tour n'annonce jamais mécaniquement celui du second. Ces deux moments obéissent à des logiques différentes. Au premier tour, les électeurs choisissent généralement le candidat qui correspond le mieux à leurs préférences politiques. Au second, beaucoup arbitrent entre deux options imparfaites.
Cette modification des critères du choix électoral a été abondamment étudiée par les politistes. Elle explique pourquoi des recompositions surprenantes peuvent se produire en peu de temps. L'histoire de la Ve République fournit plusieurs exemples de tels basculements, dont les élections législatives de 2024 ont offert une nouvelle et récente illustration. Alors que le RN était annoncé en capacité de conquérir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, la dynamique de l'entre-deux tours a profondément modifié la situation. La multiplication des désistements, la constitution d'un front républicain et la remobilisation d'une partie de l'électorat ont empêché cette issue. La coalition de gauche, arrivée en tête, a obtenu environ 180 sièges, devançant le camp présidentiel et reléguant le RN à un niveau bien inférieur aux projections initiales. Ainsi, face à la perspective imminente d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, des mécanismes de mobilisation rapide, tant dans les états-majors des partis que dans les électorats de plus en plus poreux, peuvent se mettre en place. Et la gauche, lorsqu'elle parvient à surmonter et trancher certaines divisions, est capable de transformer un rapport de force défavorable. Cet exemple illustre un phénomène ancien et connu des chercheurs. La participation électorale varie fortement selon la perception de l'enjeu. Lorsque l'enjeu paraît exceptionnel, par exemple lorsqu'un candidat d'extrême droite peut accéder au pouvoir, ou lorsque le match s'annonce serré à la veille du scrutin, comme le duel Sarkozy-Royal de 2007, des catégories sociales habituellement abstentionnistes se remobilisent. La base électorale du second tour s'élargit, et les voix du premier tour qui s'étaient portées sur des candidats et candidates éliminés se redistribuent. En 2027, la modification du rapport de force entre les deux tours peut atteindre des proportions jamais atteintes auparavant, car l'abstention n'a jamais été aussi haute. Mais c'est une précision décisive, l'abstention record qui affecte notre pays est une abstention intermittente et non systématique. Autrement dit, la plupart des abstentionnistes sont des gens qui généralement ne vont pas voter, mais qui se rendent quand même, occasionnellement, au bureau de vote. Dit encore autrement, la tectonique des plaques électorales n'a jamais atteint un tel niveau d'incertitude. Ceux qui se disent certains que Mélenchon va perdre sont certainement des gens qui veulent qu'il perde. Le rôle crucial des derniers jours de campagne. Cette incertitude n'est pas propre à la France. Elle caractérise désormais la plupart des démocraties occidentales où l'augmentation régulière de l'abstention rend les résultats électoraux de moins en moins prévisibles. Dans de nombreux pays européens et nord-américains, la participation électorale n'est plus une habitude civique, mais un comportement erratique. Les électeurs se mobilisent ou se démobilisent en fonction des circonstances politiques, du degré de polarisation de la campagne et de la crédibilité des alternatives proposées. Cette volatilité rend les prédictions de plus en plus fragiles. Les surprises se sont multipliées au cours de la dernière décennie. En 2016, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a pris de court la totalité des observateurs, des instituts de sondage et des médias. La même année, le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne a débouché sur une victoire du Brexit que peu d'analyses avaient anticipée. Dans ces deux cas, la mobilisation tardive d'électeurs qui participaient peu au scrutin a fait voler en éclats les différents pronostics. Mais l'incertitude électorale ne produit pas seulement des surprises bénéficiant aux droites extrêmes. Elle peut également déboucher sur des victoires inattendues de la gauche. L'exemple grec de 2015 est emblématique. La victoire de Syriza, menée par Alexis Tsipras, a constitué une rupture majeure dans un système politique longtemps dominé par les partis traditionnels. Dans un contexte de crise économique et de défiance envers les élites partisanes, la dernière ligne droite a permis à une formation de gauche radicale d'accéder au pouvoir alors qu'aucun observateur ne l'envisageait quelques mois auparavant. Des phénomènes comparables ont eu lieu en Amérique latine.
Ces exemples montrent que, dans les démocraties contemporaines, les équilibres électoraux sont plus instables que jamais. La combinaison d'une abstention élevée, d'une volatilité partisane accrue et d'une polarisation politique forte rend les comportements électoraux particulièrement sensibles aux dynamiques de campagne. Dans ce contexte, les prédictions qui paraissent les plus solides peuvent être contrecarrées en peu de temps. L'entre-deux-tours d'une élection présidentielle a toujours été un des moments les plus imprévisibles de la vie politique française. 15 jours suffisent pour renverser un rapport de force. Mais cette période très courte ne se résume pas à une simple redistribution mécanique des voix du premier tour. Elle comporte aussi un certain nombre d'événements très suivis, débats, interviews, meetings, qui influencent directement les perceptions des électeurs et électrices. Parmi ces moments décisifs, le débat télévisé de l'entre-deux-tours occupe une place particulière. Le débat télévisé, moment de vérité. Depuis la confrontation entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974, le débat de l'entre-deux-tours constitue l'un des moments télévisés les plus suivis par les Français, avec les finales du Coupe du Monde de football. Son audience atteint presque 20 millions de téléspectateurs. Dans un paysage médiatique fragmenté, il s'agit de l'un des rares moments où une grande partie du corps électoral observe simultanément les deux finalistes dans un format long et comparatif. Les travaux de sciences politiques montrent que ces débats modifient rarement les préférences idéologiques des électeurs et électrices. En revanche, ils influencent les perceptions de compétences, de crédibilité et de stature présidentielle. Autrement dit, ils agissent moins sur les convictions que sur l'évaluation des qualités personnelles des candidats, maîtrise des dossiers, capacité d'argumentation, sang-froid, autorité. À plusieurs reprises, une formule bien trouvée ou une prestation particulièrement convaincante a modifié la dynamique d'une campagne. Le cas le plus connu est celui du débat de 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Lorsque ce dernier accuse son adversaire d'incarner le pouvoir de l'argent, Giscard lui rétorque « Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur ». Cette formule, passée à la postérité, marque les esprits et installe l'image d'un Giscard plus moderne et plus à l'aise que son adversaire. Dans cette perspective, la confrontation directe entre Jean-Luc Mélenchon et un candidat du Rassemblement national pourrait jouer un rôle décisif. Depuis une quinzaine d'années, Mélenchon s'est imposé comme l'un des débatteurs les plus redoutables du pays. Cette réputation ne repose pas seulement sur des impressions subjectives, elle correspond à des effets mesurables. Lors de la campagne présidentielle de 2017, les enquêtes d'opinion réalisées immédiatement après les grands débats télévisés ont montré que Mélenchon était systématiquement considéré comme le candidat ayant réalisé la meilleure performance. Les sondages instantanés réalisés par Ellab ou Harris Interactive le plaçaient en tête lors de la totalité des confrontations. Dans les jours qui ont suivi ces débats, ces intentions de vote se sont nettement accrues, avec des progressions de l'ordre de 3 à 5 points. Le phénomène s'est reproduit en 2022. À l'issue des deux grands débats télévisés du premier tour, les baromètres d'opinion ont montré que Mélenchon était perçu comme le candidat le plus convaincant sur les questions économiques et sociales. Dans les semaines précédant le scrutin, sa campagne a connu une accélération spectaculaire. Il est passé d'un niveau d'intention de vote situé autour de 12-13% à plus de 22% le jour de l'élection, terminant à quelques centaines de milliers de voix du second tour. Cette capacité à tirer profit des confrontations télévisées tient aux compétences tribuniciennes de Mélenchon. Ancien sénateur, ancien ministre et parlementaire de longue date, il a passé plusieurs décennies dans des arènes politiques où l'argumentation orale constitue une compétence centrale. Il possède une grande maîtrise des dossiers techniques, une capacité à structurer rapidement des argumentaires complexes et une aisance rhétorique qui devient particulièrement visible dans les formats longs. L'épisode du débat organisé en septembre 2021 entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour,
illustre cet avantage. Diffusée sur BFM TV, cette confrontation avait été largement commentée dans les jours suivants. Un sondage Ellab réalisé auprès des téléspectateurs indiquait que 56% d'entre eux jugeaient Mélenchon plus convaincant contre 34% pour Zemmour. Même parmi les électeurs de droite interrogés, l'écart était moins net que prévu. Signe que la prestation du leader insoumis avait impressionné au-delà de son propre camp. A l'inverse, les deux dirigeants du Rassemblement national rencontrent souvent des difficultés dans ce type d'exercice. La faiblesse du RN lors des face-à-face. L'exemple le plus flagrant reste le débat présidentiel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La prestation de la candidate du Front National avait été jugée médiocre par une large partie de l'opinion. Dans un sondage Ellab, 63% des téléspectateurs estimaient que Macron avait été le plus convaincant, contre seulement 34% pour Marine Le Pen. Même parmi les électeurs frontistes, une fraction significative reconnaissait que leur candidate n'avait pas dominé. Ce débat a renforcé les doutes d'une partie de l'électorat sur la capacité de Marine Le Pen à exercer la fonction présidentielle. La candidate d'extrême droite a cherché à corriger cette image lors du débat de 2022. Sa prestation fut jugée plus maîtrisée que celle de 2017. Mais les enquêtes réalisées à l'issue de la confrontation indiquaient malgré tout que Macron apparaissait plus convaincant pour une majorité de téléspectateurs. Un sondage Ipsos Sopra Steria, réalisé le soir du débat, montrait par exemple que 59% des Françaises et Français estimaient que Macron avait été meilleur, contre 39% pour Marine Le Pen. Jordan Bardella, pour sa part, n'a jamais encore participé à un débat présidentiel. Ses compétences médiatiques sont associées à des formats courts, interviews brèves, séquences virales sur les réseaux sociaux, interventions calibrées pour les chaînes d'information en continu. Ce type de communication privilégie la répétition de messages simples et la force des slogans. Or, un débat présidentiel de l'entre-deux tours fonctionne selon une logique différente. Il impose aux candidats de répondre longuement à des questions précises sur des dossiers institutionnels, économiques ou diplomatiques. Les approximations ou les contradictions peuvent être exploitées par l'adversaire, généralement plus pugnace que les journalistes. Dans un tel cadre, les différences d'expérience politique et de maîtrise argumentative ressortent de manière plus nette. Un candidat comme Mélenchon, qui en sera à sa 4e campagne présidentielle, possède une aisance particulière dans cet exercice. A l'inverse, un dirigeant politique dont la carrière s'est construite dans l'univers de la communication et des réseaux sociaux peut se trouver davantage exposé. Dans un duel entre Mélenchon et Bardella, ou entre Mélenchon et Marine Le Pen, si celle-ci devait finalement être la candidate du RN, la confrontation télévisée constituerait donc un moment déterminant. Si Mélenchon parvenait à reproduire les performances observées lors des débats de 2017 et de 2022, l'effet pourrait être significatif. En outre, le débat télévisé ne constitue pas seulement une épreuve de style ou de maîtrise technique. Il a aussi pour effet de contraindre les candidats à préciser leurs propositions et à assumer en temps réel les implications concrètes de leur programme. Dans un format long, face à un adversaire aguerri, plus exigeant que les journalistes qui interrogent complaisamment le RN au quotidien, les zones d'ombre, les ambiguïtés et les contradictions deviennent plus difficiles à dissimuler. Faire éclater au grand jour les contradictions économiques de l'extrême droite. Depuis le début des années 2010, le parti de Marine Le Pen s'efforce de construire une image sociale, destinée à séduire les classes populaires. Le RN tient un discours protecteur, parfois même redistributif, tout en défendant dans la pratique des politiques favorables aux intérêts du capital. Si cette contradiction n'est pas nouvelle à l'extrême droite, elle tend depuis quelques années à s'aiguiser. Sous la pression d'Éric Zemmour, les prises de position économiques du RN témoignent d'un déplacement progressif vers un libéralisme assumé. Jordan Bardella revendique explicitement
une ligne de soutien aux entreprises, multiplie les signaux en direction du patronat, fustige les assistés et insiste sur la nécessité de réduire les contraintes pesant sur l'activité économique. Dans le même temps, le parti entretient l'image d'un défenseur du pouvoir d'achat et des services publics. Ce double discours vise à rassurer les classes dirigeantes sans perdre l'électorat populaire, qui constitue l'un de ses principaux réservoirs de voix. Or, lorsqu'on examine de près les propositions programmatiques et surtout les pratiques parlementaires du RN, cette façade sociale se révèle parfaitement illusoire. À l'Assemblée nationale, comme au Parlement européen, les élus du RN ont voté de manière récurrente contre des mesures favorables aux salariés ou à la redistribution, qu'il s'agisse de l'augmentation du SMIC, du renforcement des protections sociales ou de certaines régulations économiques. Dans le même temps, ils ont soutenu ou laissé passer des dispositifs favorables aux grandes entreprises, notamment en matière fiscale ou réglementaire. Ce décalage entre le discours et les actes est bien documenté, mais il reste aujourd'hui peu visible dans l'espace public où les logiques du champ médiatique privilégient les déclarations générales plutôt que l'analyse détaillée des politiques mises en œuvre. Le programme économique du RN comporte par ailleurs des contradictions internes difficilement soutenables. Le parti promet à la fois une baisse des impôts, une augmentation du pouvoir d'achat, le maintien des services publics et une réduction de la dette publique, sans préciser les arbitrages nécessaires pour concilier ces objectifs. Certaines mesures, comme les exonérations de cotisations sociales ou les baisses de TVA, bénéficient davantage aux entreprises ou aux ménages les plus aisés, tout en affaiblissant les ressources de l'État social. D'autres propositions, comme la priorité nationale dans l'accès aux prestations sociales, soulèvent des difficultés juridiques majeures au regard du droit constitutionnel et du droit européen, ce qui rend leur mise en œuvre incertaine. Ces incohérences programmatiques constituent un point de vulnérabilité majeur dans une campagne de second tour. Tant que la compétition électorale se déroule dans un cadre fragmenté, avec de nombreux candidats et une attention médiatique dispersée et complaisante, ces contradictions peuvent rester invisibles. Mais lorsque la campagne se concentre sur deux finalistes, aussi éloignés que Mélenchon et le RN, et que chaque proposition est soumise à un examen plus rigoureux, l'opacité se dissipe. Les journalistes, les économistes, les adversaires politiques et les électeurs-électrices sont alors incités à interroger plus que jamais la faisabilité et la désirabilité des deux programmes. Dans un duel entre Mélenchon et le candidat du RN, les différences de préparation, de sérieux et de crédibilité se révéleraient criantes. D'une part, Mélenchon a fait de la cohérence programmatique, du chiffrage budgétaire et de la précision des propositions économiques un élément central de sa stratégie. D'autre part, il a déjà montré dans de nombreux débats sa capacité à mettre en lumière les contradictions de ses adversaires sur ces questions. Dans un contexte où l'attention médiatique serait maximale, il est probable qu'il chercherait à démontrer, exemple à l'appui, que le RN ne constitue pas une alternative réelle pour les classes populaires. Plus largement, l'entre-deux-tours est le moment où se cristallisent des coalitions sociales sous-jacentes au projet politique. Un programme économique n'est pas seulement un ensemble de mesures techniques, il reflète aussi les intérêts sociaux qu'il privilégie. Dans le cas du RN, le décalage entre un discours orienté vers les oubliés et des propositions indexées sur les attentes du patronat pourrait apparaître de manière plus nette qu'au premier tour. Cette clarification tardive constitue un des effets classiques des campagnes de second tour, lorsque l'alternative politique se réduit à deux options et que ces deux options sont, pour une fois, véritablement antagoniques, les électeurs sont conduits à examiner plus attentivement les conséquences concrètes des choix qui s'offrent à eux. Dans ce contexte, les contradictions qui pouvaient être tolérées ou ignorées par le passé acquièrent une importance inédite.
Autrement dit, la question n'est pas seulement de savoir si le programme économique du RN comporte des incohérences, celles-ci sont largement établies, mais de comprendre que ces incohérences pourraient, dans l'entre-deux-tours, devenir visibles pour beaucoup plus de monde, et notamment pour une fraction de l'électorat hésitant à voter pour le RN. C'est précisément cette montée en visibilité, amplifiée par la confrontation directe et par le travail des acteurs politiques et médiatiques hostiles au fascisme, qui pourrait fragiliser la position du candidat d'extrême droite. Mais les contradictions du RN ne se limitent pas au terrain économique. Elles traversent également un autre registre, désormais décisif dans une élection présidentielle, celui de la politique étrangère et de l'indépendance nationale. Là encore, le décalage entre le discours affiché et la réalité des pratiques du RN pourrait apparaître avec une netteté accrue au cours de l'entre-deux-tours et amoindrir la crédibilité du candidat d'extrême droite auprès de segments significatifs de l'électorat. L'ombre de Poutine. Depuis plusieurs années, les macronistes, Raphaël Glucksmann et la gauche sociolibérale cherchent à disqualifier Jean-Luc Mélenchon en le présentant comme complaisant à l'égard de Vladimir Poutine. Cette accusation a peut-être une efficacité polémique, mais elle se heurte à un problème de proportion. Car, si l'on examine les faits, la dépendance du RN à l'égard de la Russie est d'une autre nature. Elle est factuelle. Le parti a contracté en 2014 un prêt de 9,4 millions d'euros auprès de la First Czech Russian Bank. Après la disparition de cette banque, la créance a été reprise par la société russe Aviazapchast et le RN n'a soldé définitivement cet héritage qu'en 2023. Cette séquence a été suffisamment lourde pour qu'un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères qualifie le RN de courroie de transmission de la Russie en France. À cela s'ajoute le fait qu'en 2025, une nouvelle enquête judiciaire a visé le siège du RN au sujet de possibles irrégularités de financement, notamment autour de prêts illégaux ou fictifs. Autrement dit, lorsqu'on passe de l'invective au dossier, ce n'est pas Mélenchon, mais le RN qui dépend matériellement, politiquement et idéologiquement de puissances étrangères hostiles. Cette dépendance russe du RN ne relève d'ailleurs pas d'un vieux contentieux financier. Elle s'inscrit dans un écosystème plus large de réseaux d'influence déployés par le Kremlin en Europe. De nombreuses enquêtes journalistiques et judiciaires ont documenté l'activité de structures russes finançant des plateformes, des appuis juridiques et des opérations d'influence dans des dizaines de pays européens, avec l'objectif de diffuser des récits favorables à Moscou et de soutenir des relais idéologiques compatibles avec ses intérêts. Il ne s'agit donc pas seulement d'un prêt ancien que les dirigeants du RN aimeraient présenter comme une parenthèse refermée, mais d'un environnement politique plus large dans lequel la Russie a, depuis des années, investi des ressources pour armer idéologiquement des droites radicales européennes. Dans un entre-deux-tours présidentiel où la question de l'indépendance nationale retrouverait une centralité maximale, cette histoire reviendrait comme la preuve tangible qu'entre les deux candidats, l'un a pu tenir des positions discutables sur la Russie, mais l'autre représente le seul camp dont les liens matériels, institutionnels et doctrinaux avec l'univers poutinien ont été établis de manière répétée et documentée. Le trumpisme fédère ses adversaires et divise ses soutiens. Surtout, la difficulté géopolitique du RN ne se limite plus à la Russie. Elle s'étend désormais aux États-Unis de Donald Trump. C'est ici que la situation de Jordan Bardella est franchement périlleuse. Le grand continent a publié des données particulièrement éclairantes sur la structuration d'un nouveau clivage géopolitique. En France, entre 85% et 95% des électeurs de LFI, des écologistes, du PS et de Renaissance considèrent Donald Trump comme un ennemi de l'Europe, sans divergence de fond entre ces électorats. Plus encore,
94% des électeurs LFI, 92% des électeurs écologistes, 90% des électeurs socialistes et 83% des électeurs de Renaissance décrivent désormais la politique extérieure des États-Unis en termes de recolonisation et prédation des ressources mondiales. Ce point est décisif. Sur la géopolitique trumpienne, il existe aujourd'hui un continuum d'hostilité allant de la gauche radicale jusqu'au centre macroniste. Le clivage ne passe donc plus entre Mélenchon et la Macronie, mais entre un bloc très large, insoumis, socialiste, écologiste, centriste, et des droites travaillées par l'ambivalence ou la fascination trumpiste. C'est précisément là que Bardella se trouve en grande difficulté. Le RN est profondément divisé à propos de Trump. 25% des électeurs du RN considèrent Trump comme un ennemi de l'Europe. 20% comme un ami, tandis que la moitié refuse de trancher. Sur la qualification de la politique étrangère américaine, 45% des électeurs RN jugent qu'elle relève d'une défense légitime des intérêts états-uniens, quand 40% la perçoivent comme prédatrice. Sur la question du Groenland, 62% des électeurs RN estiment certes qu'une intervention militaire états-unienne constituerait un acte de guerre contre l'Europe, mais cela signifie aussi qu'une fraction notable reste plus hésitante que l'ensemble des électorats progressistes et modérés. En d'autres termes, comme l'écrit Jean-Yves Dormaguen, le trumpisme fédère puissamment ses opposants tout en fragmentant durablement ceux qu'il prétend rassembler. Jordan Bardella a maintes fois exprimé son admiration pour Donald Trump, dans un pays où le rejet de Trump est un critère électoral qui gagne en importance pour tout le monde, à gauche, au centre et à droite. Sauf que la gauche et le centre sont d'accord sur ce sujet, alors que la droite est fracturée. En février 2025, Jordan Bardella avait prévu de prendre la parole à la conférence conservatrice CPAC à Washington, au lieu du trumpisme international. Il a finalement annulé sa participation après le geste de Steve Bannon, interprété comme un salut nazi. Petite parenthèse, je pense qu'il parle d'Elon Musk et non pas de Steve Bannon. Je pense. Ce déplacement outre-Atlantique s'inscrivait dans une tentative de Bardella de renforcer ses liens avec Donald Trump et avec les réseaux de la droite radicale états-unienne. Quelques semaines plus tard, lors de la condamnation de Marine Le Pen, plusieurs dirigeants nationalistes étrangers, Viktor Orban, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro, Donald Trump, se sont publiquement portés à son secours. Là encore, le problème pour le RN n'est pas seulement l'existence de ces soutiens, mais leur nature. Ce sont toujours les mêmes figures du néofascisme international, c'est-à-dire des dirigeants ou ex-dirigeants qui symbolisent, aux yeux d'une partie croissante de l'opinion française, l'affaiblissement de l'état de droit, la brutalisation du débat public et la subordination de la politique à des logiques de clan. Face à cela, Mélenchon se pose comme un non-aligné, défenseur de l'indépendance de la France. Le point important n'est pas de dire que ses positions géopolitiques coïncideraient avec celles du centre, elles restent distinctes, parfois très distinctes. Mais il existe désormais une zone de recouvrement objective entre la gauche mélenchoniste, la diplomatie macronienne et une partie de la tradition gaulliste sur un point essentiel, le refus que la France se laisse dicter sa conduite par Washington ou par Moscou. Le débat du 20 janvier 2026 entre Jean-Noël Barrot et Jean-Luc Mélenchon sur France 2 l'a montré de manière éclatante. Dans un contexte où l'administration Trump multipliait les gestes agressifs, le langage de l'autonomie stratégique et du refus de l'ingérence s'est imposé comme un terrain de convergence entre la diplomatie gouvernementale et la stratégie insoumise. Quand le ministre des Affaires étrangères explique que la France assume de dire non aux États-Unis sur certaines propositions et que Mélenchon de son côté défend une ligne de souveraineté non alignée, c'est toute la scène politique qui se déplace. Ce n'est plus Mélenchon qui paraît marginal, c'est le RN qui est piégé par sa proximité idéologique avec le camp trumpiste. Un rapprochement LFI-Macronie
au nom de la patrie. Dans une campagne d'entre-deux tours, cette recomposition comptera amplement. Les électeurs macronistes et sociolibéraux ne voteront jamais pour Mélenchon par adhésion. Mais la géopolitique les poussera davantage vers Mélenchon que vers Bardella. Dans l'espace allant de LFI à Renaissance, l'hostilité à Trump est quasi unanime. Et la capacité à s'opposer à ces ingérences devient, pour plus d'un électeur sur deux, un critère déterminant du vote. Au second tour, les électeurs atlantistes et européistes devront arbitrer entre un candidat qu'ils jugent excessif, ambigu, russophile, mais avec lequel ils partagent une forme de patriotisme, et un candidat dont le camp politique est objectivement lié par son histoire, par son idéologie et par ses réseaux aux deux pôles majeurs de déstabilisation de l'Europe que sont aujourd'hui le trumpisme et le poutinisme. Dans ce cadre, beaucoup préféreront l'autonomie à l'inféodation. C'est pourquoi il est vraisemblable que les gaullistes sincères, les souverainistes de tous bords, les juristes d'État, certains diplomates, de hauts gradés militaires et plus largement une partie de la droite patriote au sens classique du terme, seront beaucoup plus réceptifs à Mélenchon qu'à Bardella dans un tel duel. Il serait exagéré d'anticiper des ralliements massifs et homogènes. Mais il est parfaitement plausible d'imaginer que des figures comme Dominique de Villepin, Jacques Toubon et Xavier Bertrand regarderaient moins le programme économique de Mélenchon que la question fondamentale de l'indépendance nationale. Entre un candidat dont la doctrine est celle de la souveraineté populaire, de la non-subordination et du refus des blocs, et un autre dont le parti a été financé par une banque russo-tchèque et politiquement aimanté par les réseaux trumpistes, le choix d'un gaulliste ne devrait pas être difficile. Il ne s'agirait pas pour ces électeurs ou ces personnalités de devenir mélenchonistes. Il s'agirait de préférer, dans un moment de vérité, un patriote de gauche à une droite nationale en parole, mais objectivement soumise aux intérêts de puissances rivales. En ce sens, la géopolitique est un des terrains où Bardella sera le plus nettement dominé. Non parce que Mélenchon y fera l'unanimité, les désaccords sur la Russie, les Ouïghours, le génocide à Gaza ne vont pas s'évaporer, mais parce que le RN y concentrera toutes ses contradictions. Le RN revendique un monopole sur les thèmes du patriotisme et de la souveraineté en les rabattant sur une définition identitaire de la nation, associée à des positions restrictives en matière d'immigration et à une vision hostile à l'intégration européenne. Pourtant, dans l'histoire politique française, le patriotisme n'a jamais été l'apanage de la droite, et encore moins de l'extrême droite. Il a été porté à des moments décisifs par des traditions politiques très diverses, y compris par la gauche républicaine et le mouvement ouvrier. De la Révolution française au combat antifasciste, en passant par certaines séquences du communisme français, la défense de la patrie a souvent été pensée comme indissociable de la souveraineté populaire et de l'égalité civique. Mélenchon est le récit national. C'est dans cette filiation que s'inscrit le patriotisme de Jean-Luc Mélenchon. À rebours des conceptions ethniques ou culturalistes de la nation, celui-ci repose sur une définition à la fois civique et plébéienne. La nation comme communauté de citoyennes et de citoyens unis par un contrat, par des droits égaux et par une volonté commune, mais aussi par une condition sociale partagée, faite de souffrance, de labeur et de dignité. Dans cette perspective, la République n'est pas un slogan raciste visant à exclure les musulmans et les supposés communautaristes, mais un principe actif qui prolonge l'élan révolutionnaire et fonde l'unité d'une communauté de destin. Mélenchon a également mobilisé ces dernières années la notion de créolisation, empruntée à Édouard Glissant, puis celle de Nouvelle-France, pour penser une nation vivante, traversée par des héritages multiples, un brassage des origines, un renouvellement générationnel, mais unifié par un projet politique commun. Ce patriotisme mélenchonien
inscrit la gauche dans une continuité historique longue, attentive à la construction de l'État et à la trajectoire nationale. Les références récurrentes de Mélenchon à des figures de l'histoire de France, y compris à certains rois bâtisseurs, témoignent de cette volonté de ne pas abandonner le récit national à la droite. Il s'agit de réaffirmer que la nation française est le produit d'une histoire politique faite de conflits, de ruptures et de refondation, et qu'elle ne saurait être confisquée par une lecture identitaire ou une nostalgie coloniale. Dans la campagne de second tour, Mélenchon exploitera pleinement ce ressort patriotique, en articulant une conception plébéienne et créolisée de la nation à une tradition civique et républicaine. Mélenchon parlera au-delà de son camp, car son patriotisme, de gauche, entre en résonance avec d'autres traditions politiques françaises, notamment celle du gaullisme et de droite républicaine antifasciste. Attachée à l'indépendance nationale, à la primauté de l'État et à la capacité de la France à décider par elle-même dans un monde multipolaire. Autrement dit, il existe un terrain de rencontre entre des électeurs de gauche, des centristes et une partie de la droite. Dans ce cadre, Mélenchon apparaîtra non comme un candidat consensuel, mais comme un candidat rassembleur capable d'incarner une certaine idée de la France, suffisamment flottante pour que chacun y mette ce qui lui plaît et l'investisse à sa façon. A l'inverse, l'inexpérience de Jordan Bardella et les liens du RN à des réseaux étrangers, qu'ils soient russes ou trumpistes, feront douter les électeurs attachés au patriotisme. Mélenchon moins populaire, mais plus présidentiable que Bardella. La question de la crédibilité gouvernementale constitue également un facteur déterminant. Dans une campagne de second tour, les électeurs et électrices sont amenés à se demander non seulement quel programme ils préfèrent, mais aussi quel candidat leur paraît capable d'exercer le pouvoir. Cette dimension de compétence perçue a été largement étudiée. Les électeurs peuvent accepter de voter pour un candidat dont ils ne partagent pas les positions s'ils estiment qu'il possède les qualités nécessaires pour gouverner. Dans un duel Mélenchon-Bardella, la comparaison penche en faveur du premier. Elle renvoie à des écarts objectivables en termes d'expérience, mais aussi de crédibilité et de stature présidentielle. Jean-Luc Mélenchon dispose de plus de 40 années de vie politique, marquée par des responsabilités parlementaires et ministérielles. A l'inverse, l'expérience de Bardella reste limitée à des fonctions partisanes et à un mandat européen. Ces différences se traduisent dans les représentations que les Françaises se font de ces deux candidats. Les enquêtes d'opinion montrent que Bardella bénéficie aujourd'hui d'une forte popularité. Il est crédité de 39% d'adhésion dans le dernier baromètre Odoxa, ce qui en fait l'une des personnalités politiques les mieux placées. Mais cette popularité doit être relativisée. Elle correspond à des indicateurs d'image, sympathie, visibilité, notoriété, et non à des jugements de compétences gouvernementales ou de stature présidentielle, qui structurent le vote au second tour. À cet égard, les données disponibles suggèrent un contraste favorable à Mélenchon. Bardella est une figure politique perçue comme encore inachevée. Parmi ses sympathisants, sa candidature présidentielle reste considérée comme prématurée. Il n'est pas jugé pleinement préparé à exercer le pouvoir. Autrement dit, sa popularité coexiste avec un doute sur sa capacité à incarner la magistrature suprême. A l'inverse, Mélenchon souffre d'un rejet élevé dans certains segments de l'opinion. Le baromètre Odoxa le place parmi les personnalités les plus clivantes, 66% de rejet, mais cette donnée doit être interprétée avec précaution. Comme l'a montré la science politique, les figures les plus centrales du jeu électoral sont aussi les plus polarisantes. Surtout, ce rejet coexiste avec une reconnaissance de ses compétences politiques, de sa maîtrise des dossiers et de sa capacité à exercer le pouvoir. En réalité, les indicateurs disponibles invitent à distinguer deux dimensions, la popularité et la présidentiabilité. Bardella domine aujourd'hui sur la première, mais reste fragile sur la seconde. Mélenchon, à l'inverse, est une figure plus clivante, mais dont la capacité à gouverner est solidement installée dans l'opinion publique.
dans un scrutin de second tour, où les électeurs arbitrent moins en fonction de leurs préférences idéologiques que de leur évaluation de la crédibilité des candidats, ce second critère devient décisif. Sur l'impopularité de Mélenchon. L'argument de l'impopularité mérite donc d'être relativisé, d'autant que l'histoire récente des gauches européennes et latino-américaines offre plusieurs exemples de candidats sulfureux et minoritaires qui ont pourtant réussi à conquérir le pouvoir. Le cas de Pedro Sánchez est particulièrement éclairant. En 2016, après 2 défaites électorales successives, il est contraint de démissionner de la direction du PSOE, le Parti socialiste espagnol, lâché par son propre parti. 1 an plus tard, il revient à sa tête contre l'appareil, dans une position fragile, sans majorité et avec une image fortement dégradée dans l'opinion. En 2018, il n'est ni favori des sondages, ni soutenu par une dynamique populaire. Il parvient pourtant, contre toute attente, à accéder au pouvoir en renversant le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, avant de consolider sa position électorale dans les années suivantes. Ainsi, pas plus loin qu'au sud des Pyrénées, un leader de gauche isolé et impopulaire peut soudain se révéler comme la seule alternative crédible et agréger autour de lui une coalition majoritaire. Le cas grec va dans le même sens. Alexis Tsipras, à la tête de Syriza, dirige en 2015 une toute jeune coalition, perçue comme radicale et peu crédible par une grande partie des élites européennes, mais surtout des électeurs grecs. Pourtant, dans un contexte de crise aiguë et de rejet des partis traditionnels, il transforme cette position minoritaire en dynamique majoritaire et accède au pouvoir. Dans un contexte britannique défavorable, marqué par l'hégémonie sociale libérale et la montée de la xénophobie, Jeremy Corbyn offre un autre exemple instructif. Celui qui fut longtemps un des responsables politiques les plus impopulaires du pays, y compris au sein de son propre parti, est donné largement perdant avant les élections législatives de 2017. Pourtant, au cours de sa campagne, il fait remonter spectaculairement le score du Labour, qui atteint 40% des voix, soit une progression de près de 10 points par rapport à l'élection précédente. Sans remporter le pouvoir, il démontre qu'une figure jugée trop clivante et accusée d'antisémitisme peut, en quelques semaines, démentir tous les pronostics. Enfin, le cas de Lula au Brésil rappelle l'importance du temps long. Avant son élection en 2002, Lula a connu plusieurs défaites présidentielles et a été longtemps jugé trop radical pour gouverner. Sa victoire, 61,3% des voix au second tour, n'est pas le produit d'une grande popularité personnelle, mais ce qui est différent d'un processus de légitimation politique combinant enracinement social, crédibilité programmatique et coalition de forces variées. Ces différents exemples délivrent une même leçon. La popularité n'est ni une condition préalable à la victoire, ni une donnée stable. Elle peut vite se modifier, sous l'effet d'une campagne, d'une crise ou d'une recomposition du champ politique. Dans cette perspective, la situation de Mélenchon n'est pas atypique. Comme Tsipras, Corbyn ou Sanchez à leur époque, il est une figure clivante, rejetée par la majorité de l'opinion, mais solidement ancrée dans un bloc électoral significatif, près de 22% des voix en 2022, et reconnu pour ses compétences. Plutôt Hitler que le nouveau Front populaire. L'issue finale dépendra, pour une large part, de l'attitude adoptée par les électeurs du centre. Privés de candidats au second tour, les électeurs de la Macronie se retrouveront dans une configuration de vote par défaut. Ils devront arbitrer entre l'abstention, le vote blanc, le vote pour le RN ou le vote pour Mélenchon. Comme toujours dans ce type de situation, il n'y aura pas une réponse uniforme, mais une pluralité de comportements socialement différenciés. Une première fraction de cet électorat, ainsi que certaines figures de la Macronie, sont d'ores et déjà engagées dans un processus de droitisation avancé. Pour ces acteurs, le mystère est faible. Des personnalités comme Gérald Darmanin, Rachida Dati ou Raphaël Enthoven ont multiplié ces dernières années
les prises de position qui les rapprochent objectivement de l'extrême droite. Enthoven, intellectuel organique de la Macronie, a explicitement déclaré qu'il préférerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Reprenons à son compte une vieille matrice réactionnaire, plutôt Hitler que le Front populaire, qui a historiquement structuré les ralliements fascisants face à la gauche. Aux yeux de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de Macron, l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Ce basculement concerne aussi une part significative du grand patronat. Bernard Arnault, qui avait activement soutenu Emmanuel Macron en 2017, incarne cette évolution d'une partie du capitalisme français vers des positions compatibles avec l'extrême droite. Comme l'ont montré Marlène Banquet et Théo Bourgeron en 2021, il serait erroné d'y voir une simple dérive idéologique ou une trahison des élites libérales. Ce sont des intérêts économiques bien identifiés qui sont à l'œuvre. Leur enquête met en évidence le rôle décisif d'une fraction spécifique du capital, les segments les plus agressifs et financiarisés du patronat, hedge funds, capital investment, finances spéculatives, dans le soutien à des projets politiques autoritaires de Trump à Bolsonaro. Ces fractions du capital cherchent à s'affranchir des contraintes réglementaires et institutionnelles héritées de la période néolibérale pour imposer un régime de dérégulation plus brutal, quitte à s'appuyer sur des forces politiques autoritaires. Dans un contexte de recomposition internationale marqué par la montée du trumpisme, une partie des grandes fortunes françaises pourrait être ainsi tentée de soutenir un candidat comme Bardella, perçu comme un vecteur possible de cette seconde financiarisation. Ce raidissement droitier s'observe plus largement dans l'électorat macroniste. Youssef Souidi et Thomas Vonderscher, dans la nouvelle cartographie électorale de la France, 2026, montrent que cet électorat a connu un déplacement significatif vers la droite entre 2017 et 2022. Alors que 38% des électeurs de Macron se situaient à gauche en 2017, ils ne sont plus que 19% 5 ans plus tard, tandis que la part de ceux se positionnant à droite est passée de 27% à 45%. Ce changement morphologique de l'État macroniste signifie qu'une partie de ses soutiens actuels est issue de la droite traditionnelle, voire de ses segments les plus conservateurs. C'est dans cette fraction que se recrutent les électeurs les plus susceptibles de basculer vers le RN au second tour. Sociologiquement, on y retrouve une partie des catégories aisées, des espaces urbains favorisés, typiquement les quartiers bourgeois de l'ouest parisien, où la droitisation des comportements électoraux est documentée depuis plusieurs années. Une partie de ces électeurs a déjà effectué ce déplacement lors des scrutins récents, en passant de Macron à Zemmour. Pour eux, le vote Bardella apparaîtra comme une continuité logique. Mais cette dynamique ne doit pas masquer l'existence d'un second pôle tout aussi structurant au sein de la Macronie. L'autre Macronie. Car une autre partie de l'électorat centriste fera le choix inverse. Elle se reportera sur Mélenchon non par adhésion programmatique, mais par rejet des implications politiques, institutionnelles et culturelles d'une victoire de l'extrême droite. Ce segment correspond à ce que l'on peut appeler la bourgeoisie libérale au sens politique et culturel du terme, favorable à l'économie de marché, hostile au programme économique de la gauche, mais attachée aux libertés publiques, à l'état de droit et à la lutte contre les discriminations. C'est dans ce bloc que l'on trouve des figures comme Gabriel Attal, Clément Beaune ou Elisabeth Borne, et dans une certaine mesure François Bayrou, qui avait déjà appelé à voter pour Ségolène Royal contre Sarkozy en 2007. Pour cet électorat, le choix de Mélenchon sera guidé par des valeurs comme par des intérêts. Il ne s'agira pas de soutenir un programme, mais d'éviter un basculement jugé dangereux pour eux. Les pays dirigés par les alliés du RN, Viktor Orban en Hongrie, Jair Bolsonaro au Brésil, Donald Trump aux États-Unis, fournissent un avant-goût de la menace. Remise en cause de l'indépendance de la justice, pression sur les médias, attaques contre les minorités, restriction des droits civiques. Ces exemples pèsent dans les arbitrages électoraux des classes moyennes et supérieures libérales.
Ce positionnement concerne également une partie des dirigeants économiques. Certains grands patrons ou hauts dirigeants, comme Mathieu Pigasse, Olivier Legrain ou Michel-Édouard Leclerc, pourraient appeler à voter pour Mélenchon, en assortissant leur soutien de réserve, mais en considérant qu'il constitue une option plus compatible avec la stabilité institutionnelle et la prévisibilité économique qu'un pouvoir d'extrême droite. Le champ journalistique devrait suivre une logique comparable. Franc-Tireur et Marianne achèveront leur mue droitière et appelleront, avec des circonvolutions, à faire gagner le RN. En revanche, des titres allant de l'Express au Monde ont toujours refusé de mettre sur un même plan les candidatures de gauche et d'extrême droite. Leurs éditoriaux appelleront explicitement ou implicitement à faire barrage au RN. Là encore, les raisons sont indissociablement idéologiques et matérielles. Les journalistes savent qu'ils peuvent continuer à exercer leur activité sous un gouvernement de gauche, tandis que la liberté de la presse est directement attaquée par les régimes d'extrême droite. Vers qui se reporteront les voix du centre ? En résumé, la question est donc la suivante. Quelle fraction de l'électorat centriste sera la plus nombreuse ? Celle qui basculera vers le RN ou celle qui se reportera sur Mélenchon ? Les données disponibles apportent des éléments de réponse. Les élections législatives de 2024 ont constitué, de ce point de vue, un laboratoire grandeur nature. Dans les 147 duels opposant la gauche, NFP, à l'extrême droite, les électeurs issus de la coalition présidentielle ont majoritairement fait barrage au RN. Le NFP a ainsi remporté les 2/3 des duels. Le barrage a globalement fonctionné. Les statistiques de Van der Scher et Souidi, issues d'une enquête sur 70 000 bureaux de vote, montrent que dans ces configurations, le candidat de gauche progresse entre les deux tours, plus 11 points, ce qui implique nécessairement des transferts en provenance des électorats centristes et de droite modérée. Certes, ce report est incomplet. Le NFP ne capte qu'une partie de son vivier potentiel. Mais l'essentiel est ailleurs. L'extrême droite ne bénéficie pas massivement de ces voix. Les analyses post-électorales convergent sur ce point. Les reports de voix du Front républicain ont joué, dans l'ensemble, davantage en faveur de la gauche que du RN. Selon l'enquête Ipsos pour France Info du 8 juillet 2024, environ 50% des électeurs macronistes ont voté pour le candidat de gauche dans les duels face au RN, contre seulement 17% qui ont choisi l'extrême droite. Dans les duels LFI-RN, 43% des macronistes ont voté insoumis, 19% RN et 38% se sont abstenus ou ont voté blanc. Ce résultat est encourageant pour 2027. Il montre que, malgré la mise en équivalence des extrêmes par Emmanuel Macron, ces électeurs sont plus disposés à un front républicain qu'à un ralliement à l'extrême droite. Même dans un contexte de forte droitisation du paysage politico-médiatique, le RN continue à inquiéter et rebuter une partie conséquente des électeurs et électrices centristes. Donner des gages et des ministères pour rassembler. À ces données structurelles s'ajoute enfin un facteur stratégique, la capacité de Mélenchon à organiser politiquement ce report de voix. Contrairement à la représentation d'un candidat isolé ou sectaire, Mélenchon a déjà démontré à 2 reprises sa capacité à construire des coalitions larges. Aux législatives de 2022 comme de 2024, alors qu'il pouvait faire cavalier seul, il a joué un rôle moteur dans la formation d'alliances électorales unifiant l'ensemble de la gauche. Cette capacité à agréger des forces politiques constitue un atout majeur dans une configuration de second tour. Il est probable qu'entre les 2 tours, Mélenchon adopte une posture rassembleuse. Cela passera par l'annonce d'un gouvernement pluriel, intégrant les différentes composantes de la gauche, mais aussi certaines figures du centre droit, comme Villepin ou Toubon. Une telle stratégie permettrait de rassurer l'électorat macroniste en signalant que l'exercice du pouvoir ne serait pas monopolisé par un seul courant politique ni par un seul homme. Ce type de configuration a des précédents historiques. Dans les systèmes présidentiels, les candidats de second tour cherchent systématiquement à élargir leur base en envoyant des signaux à des électorats qui ne leur sont pas naturellement acquis. Dans le cas présent, Mélenchon cherchera à assouplir son image sans renier son programme,
en multipliant des gestes concrets à destination du centre-gauche et du centre. Il annoncera peut-être aussi que certaines mesures clivantes feront l'objet de conférences de consensus ou de consultations citoyennes, notamment sur les questions européennes ou internationales. Enfin, en mettant en avant une pratique du pouvoir moins verticale, par exemple en s'engageant sur un rôle renforcé du Parlement et sur des mécanismes de contrôle citoyen, comme le propose la Sixième République, il cherchera à rassurer un électorat inquiet du fonctionnement césariste de la France insoumise. Autant de signaux qui, sans altérer la cohérence de son projet, peuvent rendre crédible aux yeux des lecteurs hésitants l'hypothèse d'un vote de second tour en sa faveur. Au total, tout indique que le centre ne se répartira pas systématiquement entre les deux candidats. Une fraction non négligeable basculera vers le RN, en particulier dans les segments les plus droitisés et les plus aisés de la Macronie, mais une autre fraction, la plus large, se reportera sur Mélenchon, tandis qu'une troisième choisira l'abstention ou le vote blanc. Cette asymétrie tient à plusieurs facteurs. La persistance d'un réflexe de barrage à l'extrême droite, observé empiriquement en 2024, l'attachement d'une partie du centre aux libertés publiques et à l'état de droit, la fibre patriotique et la capacité de Mélenchon à construire une offre politique élargie, à donner des gages d'ouverture et à envoyer des signaux de rassemblement. Même si la majeure partie de l'électorat centriste se reporte sur Mélenchon, cela ne suffira pas forcément à combler son retard du premier tour sur le RN et à lui assurer la victoire finale. Le second levier se situe ailleurs, dans un espace électoral plus vaste et plus volatile, celui de l'abstention. Car la question de l'entre-deux tours n'est pas seulement celle des reports de voix entre électorats déjà mobilisés. Elle est aussi celle des électeurs et électrices qui, au premier tour, sont restés chez eux et que la singularité du second tour pourrait ramener dans les bureaux de vote. Le sursaut de participation, clé du scrutin. Un second tour opposant pour la première fois sous la Ve République une gauche de gauche à l'extrême droite créerait un niveau de conflictualité que nous n'avons jamais connu. Jusqu'ici, les seconds tours présidentiels ont opposé deux variantes politiques compatibles avec le capitalisme. En 2027, la configuration sera tout autre. Les électeurs se trouveront placés devant un choix net, inédit, sans médiation, entre deux projets de société irrémédiablement antagonistes. Ce type de polarisation accroît la participation, parce qu'il rend le vote plus décisif qu'à l'accoutumée. Rappelons que l'abstention est inégalement répartie socialement. Elle est particulièrement forte chez les jeunes et dans les classes populaires. Or, ces catégories sociologiques sont aussi celles dont les préférences politiques apparaissent, en moyenne, plus favorables à des politiques redistributives et égalitaires. Les abstentionnistes ne constituent pas un bloc idéologiquement homogène, et les enquêtes quantitatives invitent à se défaire de l'idée d'un trésor caché naturellement acquis à la gauche. Les données du Cevipof montrent ainsi qu'il n'existe pas de corrélation statistique significative entre propension à s'abstenir et adhésion aux valeurs de gauche. La part d'individus situés à gauche est quasiment identique chez les votants réguliers et chez les abstentionnistes. En revanche, ces mêmes travaux confirment la forte structuration sociale de l'abstention. Celle-ci demeure plus élevée parmi les jeunes, les catégories populaires et les plus précaires. Or, ces groupes sociaux sont aussi ceux qui expriment en moyenne des préférences plus favorables à la redistribution économique et à l'égalité sociale. L'abstention tend ainsi à biaiser la représentation politique en faveur des électorats les plus âgés et les plus intégrés, souvent plus conservateurs, tandis que les segments les plus ouverts ou les plus égalitaristes participent moins. Dans ces conditions, l'enjeu pour la gauche est de remobiliser des groupes sociaux qui lui sont structurellement proches. Autrement dit, un second tour polarisé pourrait ramener aux urnes une partie des électeurs et électrices qui s'en tiennent habituellement éloignés. Et ce regain de mobilisation a de fortes chances de profiter à Mélenchon. Les abstentionnistes comme principal réservoir de la gauche. Les données dont on dispose sur l'abstention sont riches d'enseignements. Le sociologue Tristan Haute, dans un article de 2024, montre que parmi les personnes situées aux marges de la gauche,
les personnes qui ne votent pas à gauche mais qui se sentent de gauche, qui partagent les valeurs de la gauche et ou qui ont voté à gauche dans le passé. Le groupe le plus important est celui des abstentionnistes intermittents. Parmi les personnes situées aux marges de la gauche, 50% n'ont pas voté aux législatives de 2024, contre 18% ayant voté Ensemble et 8% seulement ayant voté RN. La hiérarchie des réservoirs est donc claire. La principale réserve de voix de la gauche ne se trouve ni au centre, les macronistes de gauche, ni à l'extrême droite, les fâchés pas fachos, mais chez les abstentionnistes qui lui sont déjà relativement proches. Cette proximité se vérifie dans les attitudes. Les marges abstentionnistes de la gauche, telles que définies ci-dessus, sont proches des électeurs du nouveau Front populaire sur plusieurs enjeux décisifs. 86,2% d'entre eux sont favorables à une augmentation générale des salaires, quasiment autant que les électeurs nouveau Front populaire, 86,5%. 61,5% estiment que les considérations écologiques doivent primer sur la croissance économique. 59,5% sont favorables au changement d'état civil pour les personnes trans. 67,7% soutiennent la reconnaissance de l'État palestinien. Seuls 28,1% considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France, très loin des 85,9% observés chez les électeurs RN situés aux marges de la gauche. Aux marges de la gauche, il existe des millions de non-inscrits et d'abstentionnistes qui sont économiquement redistributifs, écologiquement conscientisés et culturellement plus ouverts que la moyenne des Françaises et Français. Les abstentionnistes constituent donc bien, statistiquement parlant, le principal, même si pas le seul, réservoir de voix favorables à Mélenchon. Le plafond de verre du RN. A l'inverse, le RN semble avoir déjà largement entamé au cours des 20 dernières années son principal gisement de progression. Son ascension s'est construite par deux mécanismes. D'un côté, la captation progressive d'électeurs issus de la droite traditionnelle, de l'autre, l'agrégation d'une partie d'anciens abstentionnistes animés par des affects nationalistes, racistes ou anti-immigrés. Cela ne signifie pas que le RN n'ait plus aucune marge de progression, mais que la partie la plus accessible de ses réserves a déjà été intégrée à son socle. Autrement dit, le RN peut certes consolider et fidéliser son bloc, mais difficilement l'élargir. Il ne dispose pas, parmi les 10 à 12 millions de Françaises qui s'abstiennent au premier tour de la présidentielle, d'une réserve comparable à celle de la gauche. On peut reformuler la chose plus brutalement. Le RN a déjà fait l'essentiel de son travail d'extension. Il a absorbé une grande partie des droites classiques, fidélisé son électorat populaire et normalisé sa présence dans des catégories qui, naguère, lui tournaient le dos. La gauche, à l'inverse, souffre toujours d'une sous-mobilisation électorale massive des groupes sociaux qui partagent pourtant ses idées et ses valeurs. C'est ce hiatus qui fait du second tour un moment potentiellement favorable à Mélenchon. Si la participation remonte fortement, il existe de bonnes raisons de penser que cette remontée profitera davantage aux candidats insoumis qu'aux candidats du RN. C'est d'ailleurs le pari stratégique formulé par Manuel Bompard lorsqu'il évoque la conquête d'un quatrième bloc. Le coordinateur de LFI distingue deux pistes d'élargissement pour la gauche. D'une part les abstentionnistes, d'autre part la fraction la plus sociale de l'électorat RN dans les territoires ruraux. Mais il souligne aussi que la première piste est la plus décisive et en pratique la plus structurante. Il a pris acte de l'échec de la stratégie visant à séduire les fâchés pas fachos. Autrement dit, la priorité n'est pas d'adoucir le discours de gauche pour séduire les électeurs populaires travaillés par des affects racistes, elle est de remobiliser un bloc abstentionniste précarisé qui partage déjà les valeurs et aspirations de la gauche. Cette orientation a une conséquence directe pour l'entre-deux tours. Mélenchon ne cherchera pas seulement à rassurer le centre et à visibiliser les contradictions économiques et géopolitiques du RN, il fera tout aussi pour donner à ce second tour la forme d'un rendez-vous pour celles et ceux qui ne votent pas d'ordinaire. Jeunes des quartiers populaires, salariés précaires, intérimaires, citoyens désabusés que la politique dégoûte, mais qui peuvent revenir aux urnes quand ils ont le sentiment qu'un choix historique se présente.
Cela passera par le langage de la rupture, par l'appel à la dignité, par la défense des services publics, par la dénonciation de la violence raciste et de l'arbitraire policier, mais aussi par l'idée qu'enfin, cette fois, le bulletin permettra un vrai choix. La dernière clé du second tour est probablement là. Le centre comptera, bien sûr. Le débat télévisé comptera. Les contradictions du RN compteront. Mais si l'élection devient ce qu'elle peut devenir, un moment de confrontation historique, un duel sans précédent entre l'extrême droite et la gauche de rupture, alors la baisse de l'abstention sera l'enjeu principal des 15 jours. Et tout, dans les enquêtes sur les non-votants, indique que cette remobilisation bénéficiera à Mélenchon. Ce n'est pas une certitude, c'est une probabilité sociologiquement fondée. Et c'est peut-être la clé de tout le scénario. La victoire de Mélenchon au second tour ne supposerait pas d'arracher massivement des électeurs au RN, ni de convertir les macronistes à l'anticapitalisme, mais de faire vibrer la fibre patriotique de la droite républicaine, de rappeler à la bourgeoisie libérale que ses intérêts seront moins malmenés par Mélenchon que par le RN, et de faire revenir aux urnes celles et ceux qui, jusqu'ici, n'y allaient plus. Alors même qu'ils et elles sont déjà, par leurs conditions sociales, leurs attentes économiques et leurs aspirations politiques, proches du programme L'Avenir en commun. Je vous remercie d'avoir écouté cette longue vidéo. J'espère que j'ai bien lu, ce qui n'est pas forcément évident, ça en fatigue au bout d'un moment. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.